on a donc une dernière table ronde et puis les intervenants sur place m'ont rejoint, c'est parfait. Donc dernière table ronde, dernier sujet de la journée, mais les sujets restants sont vastes. Et là, on va s'intéresser, merci, à la question de la sensibilisation et de la montée en compétences au niveau des questions du numérique responsable, toujours. Donc, enjeux de société, depuis ce matin, on en parle de la sensibilisation, comment est-ce que finalement on va faire comprendre ces enjeux. Et puis, pour ça, on va avoir 4 intervenants que je vais présenter rapidement et puis qui se présenteront après un peu plus. Donc, Madame Alexandra Bénard, qui est adjointe à l'éducation populaire aux maisons de quartier et au numérique responsable à la ville de Poitiers. Stéphane, donc, qu'on aperçoit à distance, c'est parfait. Bonjour Madame Bénard, merci d'être avec nous. Stéphane Mathéo, qui est formateur TIC au sein des escales numériques dont on entend parler depuis ce matin. On va enfin avoir les choses en détail à la communauté de communes Marais-Namadour Côte-Sud. Monsieur Yann Pennec, donc directeur de la délégation numérique à la région Nouvelle-Aquitaine. Donc la région dont on a parlé ce matin est avec nous. Et puis à distance est avec nous Nathalie Sozo, chargée de mission numérique et territoire à l'Antique Pays Basque. Et puis je vais justement commencer par Nathalie, puisqu'il y a un contexte un peu particulier, comme vous voyez sur la vidéo, elle n'est pas tout à fait toute seule, donc elle n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça qu'elle intervient en premier, et puis je vais te laisser tout de suite la parole Nathalie pour que tu nous expliques un petit peu cette mission justement de sensibilisation et les missions de sensibilisation de l'Antique. Donc bonjour à tous, j'imagine qu'on m'entend bien. Vous m'entendez? Très bien, c'est parfait. Super, donc en direct de la Technopole d'Isabelle à Bidart, nous sommes ravis d'animer en fait un atelier de sensibilisation pour des lycéens du territoire. On amène une approche pendant 45 minutes sur des ateliers en fait, une approche sur le numérique responsable. On leur a posé la question parce que l'atelier vient de démarrer. J'ai mon collègue qui a commencé l'animation. On leur a posé la question en premier, savoir s'ils connaissaient le numérique responsable. La première approche est très environnementale. Donc, il faut une association, en effet, sur le numérique responsable avec cette notion environnementale. Mais comme c'est un peu plus large, on leur apprend un peu plus de choses sur ce type d'atelier. Donc déjà, merci de nous accueillir et de faire un direct en plein cœur de la sensibilisation à la Nicolas Hulot. Oui. Le terme numérique responsable leur a parlé ou c'était inconnu au bataillon? Ils connaissent pas ce terme-là comme étant un terme à utiliser ou utilisable. Et après, ils en font vite une association du côté du terme responsable et du numérique. Ils l'associent automatiquement à l'environnement, l'impact environnemental du numérique. Et pour le coup, on leur apporte une information un peu plus large parce qu'il n'y a pas que l'impact environnemental. Il y a évidemment l'IT for Green également et puis tout ce qui est impact sociétal et social. Okay, donc on voit qu'il y a une conscience des jeunes sur l'environnement de manière générale, mais le numérique, ça ne fait pas partie encore des sujets qui sont les plus importants, alors que finalement, ils l'utilisent tous les jours. Tout à fait. On est sur un vrai apprentissage et une notion d'impact et de la façon dont fonctionnent ces données, cette chose immatérielle qu'ils utilisent au quotidien. Super. Parfait, merci d'avoir joué le jeu de petit direct avec les lycéens à qui on ne va pas donner directement la parole parce qu'on pourrait là y passer un certain temps et puis ils sont justement en train d'apprendre. On fera peut-être une évaluation un jour, qui sait, où ils viendront. Et puis c'était l'occasion aussi de te donner la parole justement aussi sur le rôle de l'Antique parce que l'Antique, vous avez un rôle de sensibilisation au numérique responsable. Donc est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots ? Tout à fait. On a la chance d'avoir sur le territoire Pays Basque en fait une agence de développement des usages numériques qui existe depuis plus de 20 ans et qui a cette vocation en effet d'acculturer le territoire à des pratiques ou des nouvelles pratiques numériques. Et en l'occurrence, on change pas mal de thématiques en fonction des innovations, comme on le sait au niveau du numérique. Et nous avons une feuille de route depuis 2020 sur l'acculturation et montée en compétence du territoire sur le numérique responsable. Donc, on est vraiment ancré dans ce sujet depuis 2019-2020 et on le fait perdurer encore jusqu'à 2023 officiellement et sûrement 2026 puisqu'on est en train d'écrire le 2024-2026. Et on a 3 axes de travail. On accompagne les acteurs locaux
que ce soit les collectivités territoriales ou les acteurs privés sur ce sujet-là. On innove quand même sur le sujet, donc on est ce qu'on appelle un doux-temps, qu'on expérimente beaucoup de nouveaux usages sur l'éco-conception, sur la partie construire en fait des outils numériques responsables. Et puis on a une grosse partie promotion et sensibilisation de tous les publics sur le territoire. On fonctionne avec un gros événement annuel qui s'appelle les rencontres numériques Pays Basque, qui est vraiment la sensibilisation au grand public, entre autres, et multi-acteurs. Et puis après, on permet de monter en compétence sur de la sensibilisation avec, on part des plus petits, c'est-à-dire qu'on fait des ateliers, pas qu'aux lycéens, on fait aussi des ateliers pour les collégiens et les primaires, pour apprendre justement l'impact du smartphone. On rentre par le biais du smartphone sur ce sujet-là. Et puis après, c'est par rapport aux structures, on va faire en sorte de faire venir les formateurs numériques responsables qui sont plutôt basés sur La Rochelle ou Paris ou Nantes. On fait venir ces formateurs-là pour former en plus grand nombre. On fait plutôt des grappes de 10 formés au numérique responsable et avec un mélange d'acteurs. Donc, on essaye d'avoir dans ces poules de 10 formés au numérique responsable des acteurs de la collectivité territoriale et d'associations et d'entreprises privées qui sont déjà dans des démarches. Et d'avoir sur un même groupe différents profils, puisque cette sensibilisation, elle s'adresse à justement le secteur privé et les collectivités. Tout à fait, puisque... Pardon. Non, vas-y. Oui, parce qu'en effet, on se rend compte en fait, que les leviers de numérique responsable concernent en fait à un moment donné des décisions d'ordre de secteur privé ou de décisions d'ordre de secteur public. Et les avancées des uns et des autres est nécessaire en coordination, coopération, etc. Donc, c'est nécessaire de faire monter en compétences en permanence. C'est pas parce qu'il y a une loi reine ou ou des réglementations comme le RGA sur des sites des collectivités territoriales qu'automatiquement les agences web ou ceux qui construisent ces outils numériques sont montés en compétences et ont l'information. Donc, on est bien obligé, et heureusement, de travailler sur ces publics-là en permanence. Super. Merci beaucoup. Et oui, et là, juste ce qu'on se disait hier dans la préparation et qui me semble intéressant aussi, et ce que tu rappelais, c'est de pas hésiter à aller chercher les interlocuteurs en local qui ont la connaissance et qu'il y a aussi cet enjeu justement de faire venir les formateurs qui viennent de loin pour qu'ils forment en local et qui forment des gens qui eux-mêmes vont pouvoir former pour avoir des interlocuteurs en local sur ce jeu du maillage. Exactement, on s'est rendu compte en fait sur nos 2 années d'expérimentation et de montée en compétence des acteurs que l'important c'était de déjà aller puiser et chercher dans l'écosystème territorial, parce qu'il y a des personnes qui sont un peu cachées mais qui font déjà du numérique responsable et qui peuvent être vraiment partie prenante à l'évolution et la sensibilisation, en tout cas les montées en compétences d'un territoire sur le numérique responsable. Et des ambassadeurs locaux, c'est vraiment nécessaire quand nous on fonctionne en fait, on a formé les 3 permanents de la structure, mais on est devenu aussi animateur de la fresque du numérique. On est ambassadeur Agence Lucie par rapport à la labellisation numérique responsable, puisqu'on est labellisé numérique responsable. Mais du coup, on a forgé en fait l'écosystème et travaillé avec l'écosystème. Et je fais au passage du coup, je salue Yann Pennec qui nous connaît bien et avec qui on collabore énormément, puisque en effet la ressource locale territoriale ne peut pas fonctionner avec une bonne coordination régionale et nationale. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Aquitaine nous concernant. Bah oui, c'est ce jeu de maillage et de travail tous ensemble. Nous, l'Antique, on a fait d'ailleurs un intercotour ensemble il y a 2 ans, donc, et on continue de travailler ensemble dans l'évolution. Et puis, tout dernier levier, très rapidement, qui me semblait intéressant et qui a un parallèle quand même et un levier de sensibilisation des publics qu'on ne va pas forcément chercher nous, qu'on a évoqué en préparant, c'était d'aller rencontrer les acteurs qui sont sur des questions de réduction de l'impact environnemental, mais pas forcément numérique, parce qu'ils adressent des publics qui peuvent y être sensibles, mais qui ne nous connaissent pas. Exactement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est cet événement organisé par
la French Tech Pays Basque et Startup Kids ici a voulu, en fait, ce qui s'appelle Mon innovation, mon territoire, a voulu apporter des informations sur l'innovation, mais du coup avec un angle très développement durable. Et c'est ce qu'on fait depuis le départ sur la sensibilisation, c'est qu'on va taper à toutes les portes des événements de développement durable qui sont organisés sur le territoire pour leur dire excusez-nous, est-ce que vous auriez une place pour parler du numérique responsable, qui est un des sujets RSE et développement durable, pour que vous ayez cette clé-là aussi à apporter à votre événement, pour que ça puisse être complet et qu'on ne reste pas en effet dans un sujet élitiste ou en tout cas cantonné à des spécialistes ou des gens avertis sur le sujet. Donc en effet, le lien avec tous les événements de développement durable, que ce soit privés ou publics, sont très très importants et ont permis en effet d'ouvrir ce sujet-là à pas mal d'acteurs. Super. Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on avait un petit peu creusé ensemble. Merci beaucoup Nathalie. Je vais te laisser retourner faire justement ce travail de sensibilisation auprès des lycéens. Merci de la connexion à distance. Et puis nous, on va continuer de discuter comment est-ce qu'on peut maximiser cette sensibilisation. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne continuation. Et donc, maintenant, on va pouvoir continuer de notre côté avec nos intervenants sur d'autres actions de sensibilisation. Et puis, pour voir un peu d'autres leviers, je vais maintenant m'adresser à Madame Bénard, donc adjointe à l'éducation populaire aux maisons de quartier et au numérique responsable à la ville de Poitiers, qui est à distance également. Donc hier et depuis, vous étiez déjà intervenu une première fois à l'Intercotour de Grenoble, dont on a parlé ce matin, où on avait traité la question numérique responsable, pour nous parler de la convention citoyenne que la ville a mis en place sur ces questions numériques responsables. Et puis entre cette intervention en janvier et cette intervention aujourd'hui, il y a quand même eu beaucoup d'avancées. L'idée, c'était de refaire un petit peu le point. Donc, est-ce que vous pourriez nous représenter un petit peu qu'est-ce que cette convention et d'où elle est partie, et puis qu'est-ce qui s'est passé finalement depuis janvier et comment est-ce que cette action a permis de sensibiliser un public particulier et vous aussi de vous faire avancer sur ces questions. Alors bonjour, d'abord pour commencer, merci pour cette invitation à venir faire un petit point, aussi un retour sur les dernières avancées qui ont pu avoir lieu suite à cette convention. Donc comme vous l'évoquiez, en effet, en janvier, on avait fini donc la Convention citoyenne pour le numérique responsable, qui est une démarche en fait qu'on a souhaité porter très fortement, en fait, politiquement, dans le cadre vraiment de la co-construction d'une nouvelle politique publique du numérique qui n'existait pas, en fait, auparavant pour la ville de Poitiers. Donc, c'était vraiment un enjeu fort pour nous d'avoir un portage politique à ce niveau-là. Et pour cette co-construction, on a donc choisi de s'outiller avec cette convention citoyenne, en fait, en recrutant 30 citoyennes, 30 citoyens de la ville, sur un panel très divers avec des profils les plus divers possibles, qui allaient des gens un peu experts aux plus éloignés du numérique, pour justement travailler avec eux à leur formation, leur sensibilisation sur tous les thèmes en fait que recouvre le numérique. Donc, ils ont eu des interventions aussi bien sur le thème de la santé que sur les impacts du numérique sur le travail, sur l'éducation, etc., sur l'environnement, bien évidemment, avec un prérequis, bien évidemment, qui était sur le numérique responsable, de quoi on parle. Donc, c'est ces trois piliers, l'environnement, l'inclusion sociale et l'éthique, la démocratie. Et donc, de ce travail-là, en fait, avec ces 30 panélistes, ils ont pu ainsi formuler, en fait, des propositions très concrètes d'actions qu'ils souhaitaient voir incluses dans le plan numérique responsable de la ville.
Ces propositions, on leur avait donné dès le début en fait de la démarche les règles du jeu, si je puis dire, à savoir quels étaient les filtres qu'on allait justement appliquer pour décider si oui ou non les propositions étaient recevables. Donc évidemment des filtres à la fois sur la faisabilité économique, technique et la cohérence politique aussi avec ce qu'on porte. Ça a donné lieu justement à un très bel emparement de tous ces différents sujets avec des découvertes réelles pour certains, notamment sur le volet environnemental, qui a eu quand même était un vrai révélateur, je pense, et donc en ça très très efficace en termes de sensibilisation. Et donc ces panélistes ont produit, on avait un peu plus d'une 50aine de propositions, c'est bien ça, donc qui ont été étudiées par les services en interne. Et après, donc on a expliqué en fait nos choix en fait lors d'un rendez-vous de revoyure à ces 30 panélistes pour leur dire pourquoi est-ce qu'on gardait ou on ne gardait pas en fait telle ou telle action. Et à l'issue, donc, ces 35 actions qui ont été validées et qui ont intégré le plan numérique responsable de la ville, le premier donc, et qui a été validé en conseil municipal au mois de mars, c'est ça, au mois de mars, donc il y a quelques mois. Oui, c'est ça. En janvier, vous étiez venu nous raconter et puis depuis, vous l'avez présenté, validé et commencé à mettre en action, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Super. Et c'est ce qu'on s'était dit hier, c'est pour vous, comment est-ce que finalement il y a eu là un travail un peu différent d'impliquer pour commencer à sensibiliser. Comment est-ce que ce travail d'implication et de travail avec les citoyens a permis d'un côté de les sensibiliser et puis de l'autre peut-être qu'est-ce que ça a apporté à votre plan numérique responsable par rapport à un plan que vous auriez pu faire différemment? Alors vraiment en termes de sensibilisation, c'est ce que j'évoquais rapidement, c'est que c'est des gens qui ont été à la fois formés. On a travaillé aussi sur cette convention avec les outils de l'éducation populaire, qui est aussi mon autre casquette, donc sous forme de débat mouvant, avec toutes ces techniques aussi qui ont vraiment permis aux gens de pouvoir s'exprimer et s'approprier en fait tous les axes en fait et toutes les réflexions que pouvait générer le plan numérique responsable. Donc vraiment ça en termes de sensibilisation, l'éducation populaire, ça a été très très précieux en fait pour notre démarche et d'être sur quelque chose de très participatif, surtout pas descendant et qui soit bien aussi le fruit d'une coopération, d'échange d'arguments pour, contre, toujours fait dans un immense respect. Ça a été assez agréable justement de voir aussi les positions se dessiner, les affirmations de soi, les clés de compréhension s'affiner aussi pour et par les personnes. Et vraiment, cette sensibilisation, elle a été très, très forte. Alors, je vous dis, ce qui est vraiment ressorti, c'était par rapport à l'impact environnemental du numérique, où là, je pense que on doit avoir 70% des panélistes qui n'avaient pas du tout en fait à l'esprit que à un moment le numérique a aussi une charge très très importante sur un impact carbone et donc vraiment ça en termes de sensibilisation par ces outils d'éducation populaire, par ces échanges, par la formation entre pairs, etc., ça a vraiment permis en fait de les acculturer, comme on dit, de les sensibiliser. Le fait aussi qu'ils soient acteurs et qu'il y ait une visée directement applicable, ça a aussi permis en fait de se sentir vraiment à la fois légitime, acteur, et donc d'avoir envie d'aller creuser ces sujets-là et donc d'être vraiment dans cette recherche d'information et de formation perpétuelle. Donc vraiment là-dessus, on a, je pense, ce format-là qui portait aussi une forte valeur démocratique, une forte valeur de participation citoyenne, a vraiment participé du fait de la sensibilisation et du rôle que les personnes ont accepté d'endosser et ont même dépassé aussi en devenant ambassadeurs aussi quelque part en fait de ce qu'est le numérique responsable en parlant autour d'eux parce que c'était une expérience qui était assez originale. C'est la première fois que ça se passe sur la ville de Poitiers, ça crée forcément de la curiosité et ça permet aussi de rentrer par cette porte-là un petit peu de l'événement un peu exceptionnel sur ce sujet qui a été assez peu connu et qu'ils puissent aussi aller auprès de leurs proches, de leur famille, de leurs collègues, etc., évoquer ces questions-là qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas forcément à l'esprit de ces personnes.
Oui, on voit que cette finalement impliqué pour sensibiliser, c'est vraiment un levier très important. Tout à fait. Pendant notre échange, vous avez dit quelque chose qui résonnait, je trouve, assez fort. C'était finalement il y a eu la co-construction d'une politique publique pour donner confiance et conscience à un panel de citoyens, et vous avez utilisé le terme qui va devenir ambassadeur. Et on va y revenir avec Monsieur Pennec tout à l'heure, mais je pense qu'il y a un mot-clé qui est déjà revenu aussi avec Nathalie tout à l'heure, c'est ce terme d'ambassadeur. Et alors, pour compléter aussi votre propos, on a donc cette sensibilisation par l'implication, la participation, le fait de donner confiance et de leur donner aussi, en même temps qu'on les sensibilise, un levier d'action, ce qui est parfois un petit peu complexe parce que souvent on est sensibilisé mais en même temps on se sent complètement impuissant face à l'information qu'on a. Donc, d'un côté, on a une information sur il y a quelque chose d'important, et de l'autre, on se sent un peu impuissant. Donc, ce levier de la sensibilisation par l'implication me semble très important. Et puis, il y a autre chose que votre convention a permis de mettre en place et qui était déjà là, mais qui a peut-être été démultiplié, c'était finalement l'implication du réseau des acteurs. Et vous parliez hier de l'importance justement de s'appuyer sur les réseaux existants pour démultiplier et la sensibilisation et les actions. Est-ce que vous pourriez en dire, vous parliez notamment des associations et des maisons de quartier qui ont un rôle bien spécifique à Poitiers ? Oui, tout à fait. C'est vrai que ça, c'était aussi quelque chose qui était porté assez fortement par les membres de la Convention. C'était la mise en place d'un réseau d'inclusion numérique. C'est quelque chose que nous, auparavant, on avait déjà aussi à l'esprit, parce que quand j'ai entamé ce mandat, quand j'ai rencontré les personnes, fait un peu un état des lieux aussi de l'existence sur le territoire, je me suis familiarisée, j'ai bien vu en fait qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui avaient des actions, mais avec, parfois peu de visibilité, et du coup, en fait, avec plein d'actions qui pouvaient être, certes très bien, mais peu visibles, peu connues, voire qui pouvaient fonctionner en doublon aussi entre deux structures sur les mêmes publics, par exemple. Donc, l'idée aussi de ce réseau d'inclusion numérique, c'était bien ça, c'est que, comme je le disais, nous, on veut porter politiquement cette question du numérique responsable. On agit aussi avec une grande humilité, sachant que, voilà, vous l'avez évoqué, on a la chance d'avoir 10 maisons de quartier, donc qui sont des maisons de quartier gérées par des associations à Poitiers, donc qui sont complètement indépendantes. Et parmi celles-ci, on en a 2 qui travaillent sur le sujet du numérique depuis 20 et 10 ans, respectivement. Donc, autant vous dire qu'ils ne nous ont pas franchement attendus pour faire des choses et pour acquérir cette expérience et cette expertise. Donc, c'était important aussi en tant que ville, non pas de venir ajouter une surcouche en fait au réseau existant sur le numérique, parce qu'il y en avait déjà des existants entre maisons de quartier, par des associations que pouvaient être, par exemple, le Secours populaire, la Croix-Rouge, etc. Et c'était bien en fait de venir, agréger un petit peu ces différentes actions et surtout donner un espace en fait interacteur, interactivité aussi, où chacun pouvait venir évoquer ce qu'il faisait, comment il le faisait, avec quel public, déjà pour donner à voir ce sur quoi il travaillait, ce qui permet aussi à tous les acteurs d'avoir cette connaissance et de pouvoir adresser aussi les personnes, mais également de se rendre compte qu'il y a des sujets en fait qui traversent leur pratique commune et quotidienne. Et donc, de ces constats-là, on a aussi monté des sous-groupes de travail thématiques. Donc là, pour être très, très illustratif, il y en a un sur le RGPD, il y en a un sur le numérique responsable, qui est une des thématiques qui interroge le plus ce réseau d'inclusion numérique. Et ça a aussi permis ça, en fait. Ça a aussi permis à la fois que la ville puisse jouer un petit peu ce rôle d'agrégateur, de mise en musique, de lien, en fait, entre tout ce qui pouvait exister, et donc de pouvoir aussi démultiplier l'action avec tous ces acteurs-là, en ayant une offre qui soit plus visible, mieux coordonnée aussi, et avec une avancée commune sur des réflexions et sur des pistes d'action concrètes à mettre en place pour améliorer l'inclusion numérique sur la ville
Et le tout avec une vision justement plus responsable, plus numérique responsable de tout ça. Super, merci beaucoup pour ce propos. Je pense qu'on voit bien qu'il y a là deux leviers essentiels qui ressortent. D'une part, la sensibilisation par l'implication et puis la participation. Vous avez cité le terme de participation citoyenne. Et puis l'autre qu'on avait aussi un peu vu avec Nathalie, de travailler avec les acteurs. Et je pense que cette notion de mise en musique des acteurs et de visibilité de l'action, elle est essentielle pour cette part de sensibilisation à ces questions du numérique responsable, puisque il y a parfois des choses qui se font, mais on ne sait pas, comme vous l'avez dit, toujours très visible. Donc les collectivités ont là un rôle vraiment intéressant de pouvoir mettre en lien des acteurs qui font des choses et de peut-être leur donner une autre portée et de travailler avec et ensemble. On va revenir probablement vers vous pendant le fil des questions, à mon avis. Je vais maintenant me tourner vers Stéphane Matteo, une autre collectivité, celle qui nous accueille, Marémadour Côte-Sud. Et on a échangé aussi un petit peu. Et là, il y a aussi à Marémadour Côte-Sud des actions de sensibilisation. On en a vu quelques-unes hier. Quelles sont-elles? Et puis, qu'est-ce qui ressort un petit peu de ces actions? C'est parti. Donc Stéphane Matteo, je travaille au service des escales numériques. Vous en avez entendu parler à plusieurs reprises aujourd'hui. Pourquoi vous en avez entendu parler? Peut-être parce que c'est l'une des plus belles vitrines de Max, comme Fabien aime à le dire. Et je suis assez d'accord. Nous proposons dans ce service 3 grands axes. Le principal qui est la lutte contre l'électronisme, en proposant des initiations au public sur divers modules informatiques. Et là, on a affaire à un public, je n'ai pas envie de faire de mauvais jeu de mots, mais qui est relativement déconnecté. Et un public très intéressant parce que très dans l'envie, justement, d'apprendre, de participer au système numérique dans lequel tout le monde baigne aujourd'hui. Aux escales numériques, dans les ateliers que nous proposons, il est vrai que si on extrait un petit peu des données, nous avons essentiellement affaire à un public de 3e âge qui se sent souvent délaissé sur toutes ces questions et qui a vraiment envie qu'on l'accompagne. Donc ça, c'est un gros de notre public. On a également un public souvent déconnecté du monde du travail et qui a besoin de se familiariser avec l'outil ou de réapprendre l'outil pour augmenter ses chances et son potentiel sur le retour à l'emploi. Donc ça, c'est pour la partie initiation publique. Donc dans tous ces ateliers, nous avons de la découverte d'ordinateurs, les sujets de l'Internet, le numérique responsable, la cybersécurité, l'utilisation de logiciels comme les tableurs, les traitements de texte, etc. On a environ une douzaine de modules. Moi, ce que j'apprécie, c'est vraiment de démystifier un petit peu et de rassurer. Les gens ont besoin d'être rassurés quand ils viennent, c'est vraiment d'être rassurés sur l'outil numérique qui, d'emblée, leur fait un peu peur. Oui. Donc, il y a une vraie mission là de les accompagner et de les former sur ces usages numériques où je pense que le terme de délaissé est fort, mais il est juste quand on parle des invisibles dont on a parlé ce matin, c'est aussi ça. Et encore là, justement, le public que vous adressez, c'est pas forcément le public des invisibles, c'est un public qui est dans une démarche d'essayer de retrouver finalement du lien et d'être formé. Il y a effectivement, la notion de lien est assez importante, elle revient assez, mais c'est effectivement le lien à
pouvoir faire comme tout le monde, pouvoir faire sa démarche en ligne, pouvoir naviguer sereinement sur Internet sans avoir peur de se faire pirater, même en n'ayant rien fait. Enfin, il y a beaucoup de questions comme ça, beaucoup de fantasmes aussi dans la tête du public sur les peurs qu'on peut aussi parfois insuffler sur le numérique. Donc le fait de démystifier, d'accompagner, de rassurer est relativement important et c'est ce qui fait que, pour moi, c'est toute la beauté de la chose, c'est que finalement, faire prendre conscience que tout le monde peut avoir accès à l'outil numérique et à travers notamment des modules de numérique responsable, de ne pas forcément s'emballer, mais aussi d'adopter de bonnes pratiques soft, quoi. Parce que justement, c'est ce qu'on disait hier, donc dans les 12 modules de formation à destination de ce public qui apprend, qui n'a pas encore des pratiques très développées en termes de pratiques numériques, il y a un module consacré au numérique responsable. Alors, il y a un module consacré au numérique responsable que j'ai élaboré en ayant suivi une formation avec Frédéric Bordage de greenIT.fr qui m'a permis de construire vraiment quelque chose... Alors, à la base de très global que j'ai commencé à diffuser au sein des services de Max, puisque j'ai commencé à parler numérique responsable en interne, en proposant des modules de formation, puisque au sein des escales numériques, nous formons également les agents de la communauté de communes et des 23 communes du territoire. Nous proposons un catalogue de formation dont fait partie le numérique responsable. Et ce volet numérique responsable pour le public, pour les citoyens, j'ai voulu un petit peu le décortiquer et l'insuffler dans des petites diapos dans chacune des thématiques que nous proposons, notamment sur la découverte de l'ordinateur. C'est effectivement parler du cycle de vie du matériel, puisque le cycle de vie, beaucoup ne le savent pas, ici certainement que oui, mais ce n'est pas que du rayon jusqu'à chez nous, c'est du sol pour retirer les matières premières, jusqu'au démantèlement. Donc, cette prise de conscience, je n'ai pas voulu non plus faire trop peur à ce public qui n'est pas forcément averti, mais j'insuffle, nous distillons à petite dose une démarche responsable de l'outil numérique. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y a, dans l'action dont on parlait pendant la préparation, il y a deux publics, en fait. Il y a un public qui, d'une part, est ce public des escales numériques qui n'est pas, qui est éloigné des pratiques numériques, mais qu'on peut d'ores et déjà sensibiliser et qui peut commencer dans sa pratique à avoir une pratique responsable, plutôt que de leur donner finalement une formation qui serait une formation éloignée de ces notions de responsable et ensuite de leur demander de réapprendre ou de désapprendre des pratiques, donc de l'intégrer dès le départ. Et puis il y a la sensibilisation des gens qui ont déjà des pratiques bien ancrées, et ça c'est la partie formation en interne au sein de la collectivité. C'est la partie formation en interne, effectivement, et la démarche est tout autre. Finalement, l'approche est un peu tout autre, même si la visée est la même, mais on ne va pas actionner forcément les mêmes leviers. Et lorsqu'on a monté avec Fabien cette formation de numérique responsable au sein de notre communauté de communes, aujourd'hui encore, je suis assez et agréablement surpris de l'intérêt que peuvent porter les agents sur cette thématique, avec vraiment une réelle envie d'en savoir un peu plus pour adopter de bonnes pratiques. Merci beaucoup. Oui. Juste pour terminer, nous offrons aussi un troisième service qui est un accès libre et gratuit à des ordinateurs. Et là, lorsqu'on parle de sobriété numérique, c'est assez essentiel puisque pour nous, c'est de la... j'en perds le mot. C'est de la mutualisation de services et c'est aussi hyper important. Tout le monde n'a pas accès à Internet, tout le monde n'a pas accès à un ordinateur, même si certaines choses évoluent. Et je pense que c'est presque un principe fondamental de pouvoir donner cet accès libre et gratuit à des personnes qui n'ont pas forcément les ressources chez elles. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement chouette aussi au sein de notre territoire.
Je pense qu'on l'a vu ce matin et avec les discours en plénière sur l'importance d'aller chercher tous les publics et avec l'équipement des personnes qui n'ont pas accès au matériel avec la collecte Pantech et ces actions-là, effectivement, ça fait partie du numérique responsable complètement. Donc merci de rajouter ce troisième volet. Je crois qu'il y en a peut-être un quatrième, mais on y reviendra après. Maintenant, je vais me tourner vers vous, Monsieur Pennec, presque le dernier intervenant aujourd'hui, mais pas des moindres, puisque c'est la région dont on parle depuis ce matin. Alors enfin, on va pouvoir vous donner la parole. Et c'était un peu l'idée quand on a échangé, c'était de voir... déjà, peut-être que vous puissiez nous dire un mot sur les actions de la région au niveau du numérique responsable, puisque c'est un sujet que vous avez quand même pris à bras-le-corps il y a un petit moment. Et puis, sur cette question bien spécifique de la sensibilisation, la manière dont vous travaillez, là, on a vu plusieurs actions auprès du public des jeunes avec ce rôle des ambassadeurs. Mais je vais vous laisser en parler, vous le ferez bien mieux que moi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, j'ai l'impression qu'on termine un cycle à la région sur ce sujet du numérique responsable. En fait, on s'inscrit dans une politique régionale qui est bien plus large et qui a marqué un tournant en 2019 avec une feuille de route qui s'appelle Néoterra et qui, en fait, engage l'ensemble de la politique régionale, donc l'ensemble des politiques régionales et donc ensemble des directions et agents dans une logique d'accompagnement de l'ensemble de l'écosystème régional dans les différentes transitions nécessaires, de façon à limiter l'impact climatique. Alors, cette feuille de route Néoterra, elle est le fruit de travaux menés par des chercheurs, Hervé Le Treut qui les pilotait, dans le cadre d'un groupe de travail qui s'appelait Acclimatera. Donc, concrètement, notre politique numérique responsable qui a été votée en juin 2020, elle est le prolongement de cette logique-là. À la région, au regard de nos compétences, on est dans une logique de créer les conditions de développement économique des acteurs du territoire. Et repenser la politique numérique avec cet angle d'accompagnement vers la transition, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Et on le voit bien dans l'ensemble des témoignages. C'est que si on voit tous la logique, si on voit tous... l'enjeu, la mise en œuvre n'est pas forcément évidente. Donc, concrètement, en 2020, les élus régionaux s'engagent à l'unanimité sur une feuille de route numérique responsable, dont 2020-2022. C'est pour ça que je dis qu'on est un peu sur une fin de cycle. C'est qu'on commence à voir les premiers résultats, à mesurer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et on voit un peu les perspectives d'une nouvelle impulsion qui ne sera pas forcément numérique responsable, mais qui sera numérique et donc forcément responsable, parce qu'aujourd'hui ça embrasse vraiment l'ensemble de notre logique, de nos dispositifs, de nos interventions diverses et variées. Sur ce sujet en tant que tel, quand on entend public, en fait, moi je voudrais reprendre l'ensemble des publics qu'on peut adresser. Typiquement, on a parlé de l'Institut du numérique responsable. Il est ancré au sein de l'Université de La Rochelle. La région a soutenu et soutient toujours fortement cet institut-là, qui est une association, pour qu'elle développe des contenus de formation, pour qu'elle travaille sur ces questions de la mesure. On a beaucoup parlé de la difficulté à mesurer, à objectiver le discours sur ces sujets-là. Donc c'est le rôle de la région d'impulser des travaux de recherche, de mener des travaux qui vont servir à tous dans la foulée, que ce soit les acteurs privés ou publics. On travaille aussi avec les associations qui représentent les entreprises, de la filière numérique, en leur faisant comprendre qu'en 2020, ce n'était pas forcément évident, que c'était un enjeu pour eux, pour leurs adhérents, de compétitivité à moyen terme, d'intégrer les logiques d'éco-conception, de mesure de leur impact, et que de toute façon, ils seraient obligés de s'y mettre à un moment ou à un autre, et qu'il fallait mieux anticiper, accompagner, se former en amont pour être compétitif, parce que ce sera dans les marchés, on en a parlé, dans les marchés publics, dans la foulée des éléments qui seront évalués. Typiquement, on a travaillé avec l'association des marchés publics aussi d'Aquitaine pour savoir comment on inscrit dans des clauses de marché des éléments sur cette dimension numérique responsable. Ce n'est pas forcément évident. On a parlé de reconditionnement. Ok, très bien, mais est-ce qu'on a la ressource suffisante aujourd'hui pour répondre aux besoins des collectivités ?
Je ne crois pas que si toutes les collectivités se mettent aujourd'hui à respecter l'exigence de 20% de matériel reconditionné, aujourd'hui, on n'a pas la ressource, en fait. Donc, on travaille aussi avec la filière du reconditionnement pour essayer d'augmenter à la fois la ressource qui rentre pour qu'elle puisse sortir dans des conditions vraiment, pour le coup, avec des exigences réglementaires qui ne sont pas évidentes à suivre. Et enfin, on arrive plutôt au public en tant que tel. Nous, région, notre public, c'est plutôt les lycéens. On a 300 lycées. Alors, je ne sais pas si c'est 300 000 lycéens, mais on doit approcher des 250 ou 300 000 lycéens. C'est notre cible un peu privilégiée. Donc, on a essayé d'adresser cette cible-là sur le sujet du numérique responsable en essayant d'adopter leur discours, leur modalité d'être dans leur vocabulaire et leur langage, et y compris dans leur support de communication. Donc, on a produit 10 podcasts sur et qui fait dialoguer des jeunes sur le numérique en tant que tel, qui intègre cette dimension du numérique responsable. Et puis, on travaille aussi avec nos collègues du pôle éducation sur toutes les interventions extérieures qu'ils peuvent avoir au sein des lycées. Alors, c'est souvent avec l'entrée, comme le disait Nathalie tout à l'heure, l'entrée bon usage du numérique et notamment des réseaux sociaux, parce que c'est une problématique aujourd'hui dans les établissements. Mais on arrive à impulser des éléments sur le numérique responsable dans cette dynamique-là. Et puis on est dans une logique où on est à une maille territoriale, régionale. Donc, il y a 12 départements. Et il faut qu'on articule nos politiques avec l'impulsion nationale qui est réelle aussi dans le domaine, on ne l'a peut-être pas suffisamment dit depuis quelques temps, et qui permet de faire bouger aussi les agents de l'État dans le domaine. Et puis les échelons territoriaux, parce que je vous parlais des lycéens, mais concrètement, l'ancrage territorial, c'est vous. Et il faut qu'on puisse vous apporter peut-être du contenu mutualisé. On a parlé de mutualisation beaucoup aujourd'hui, et avoir un pouvoir de communication décuplé aussi, peut-être en menant des campagnes un peu articulées. Dernier point, sur le volet infrastructure, la démarche au sein de la CCMAX exemplaire dans le domaine, on est en train de porter la même dynamique à l'échelon de l'ensemble des universités, avec un réseau de fibres noires, et essayer de mutualiser l'hébergement des données de chacun des labos qui veut garder ses données dans son petit data center qui est très mal équipé, mais qui concrètement fait le job aujourd'hui, pour justement essayer de gagner en économie d'échelle, aussi en coût de fonctionnement et en émissions de gaz à effet de serre. Voilà, en gros, on essaie de faire feu de tout bois, et j'ai l'impression qu'il y a une maturité du sujet qui est réelle aujourd'hui. Il y avait Nouvelle-Aquitaine, intelligence artificielle et robotique, un événement qui avait lieu hier, où le sujet de l'éthique était vraiment très important au sein même du programme. L'APACOM, l'association des professionnels de la communication, avait un événement lundi. Le thème, c'était le numérique responsable. Donc voilà, il y a une certaine logique à aujourd'hui gagner en maturité. Je pense qu'on a besoin de cadres normatifs un peu plus clairs. Nos interlocuteurs, une entreprise lambda qui veut s'inscrire dans cette logique-là, nous dit à quel label, quelle norme, quel outil vous me proposez, vous pouvez me donner pour fixer un instant T et voir ma progression. On est dans une logique de plus en plus d'éco-socio-conditionnalité de nos aides. Donc on va imposer sur le sujet de la cyber des éléments. Vous voulez porter un projet d'innovation, il y a de la haute technologie, il y a des enjeux stratégiques. On veut bien vous aider, mais êtes-vous protégé dans cette dimension-là? On peut aussi avoir des éléments sur le numérique responsable. La vulnérabilité cyber, on peut la mesurer, on peut la tester, on peut émettre un rapport. Le numérique responsable, c'est encore du temps homme, il y a une subjectivité, c'est compliqué, c'est une dynamique, mais c'est moins simple. Mais on va y arriver. L'Europe va pousser dans ce domaine-là très prochainement.
Merci pour ce volet supplémentaire qui ajoute encore à d'autres leviers de sensibilisation. On a vu, il y a la sensibilisation auprès des publics lycéens par le podcast, il y a les interventions au lycée et puis vous parlez aussi finalement cette sensibilisation des acteurs du privé via cette mise en place de labels et puis d'être un interlocuteur pour répondre à leurs questions aussi sur ces interrogations. Avant peut-être de rajouter d'autres points, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou à distance pour nos intervenants ? Ça y est, il est presque 17h. On les a eues. Alors, on en a une. Évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher. Mais vous parliez de la possibilité de peut-être mutualiser et d'apporter aussi des communs. Enfin, je pense au podcast ou aux différentes ressources que vous avez déjà élaborées au niveau de la région pour toutes les intercommunalités, les collectivités qui nous écoutent aujourd'hui, qui voudraient pouvoir se saisir du matériel. Est-ce que concrètement, aujourd'hui, ils peuvent aller vers vous et essayer quels sont les leviers qu'on peut activer pour ça ? Alors oui, bien sûr. On a dans la feuille de route cette volonté d'accompagner les territoires dans cette logique-là. Et à l'échelon régional, on l'a entendu, il y a une volonté de partager un peu sur ce domaine-là les bonnes pratiques. C'est aussi l'objet de cette journée, très concrètement. Mais plus concrètement, il y a des lignes de financement européennes qui, dans le cadre du programme régional FEDER qui vient d'être adopté sur la période 2021-2027, la logique du numérique responsable est clairement indiquée comme étant un objet d'accompagnement potentiel. Et alors, dans quelle mesure ça peut être ce qu'on peut appeler une action collective, c'est-à-dire qu'il y a un chef de file qui porte un certain nombre de dépenses, notamment de formation, d'accompagnement, pour le compte de partenaires qui sont tous engagés dans la démarche commune. C'est tout à fait envisageable. Nous, on serait ravis Notre action, elle vise souvent à essayer de mutualiser au maximum les travaux des uns et des autres. Donc, on est pleinement dans cette logique-là. Typiquement, quand la région soutient Emmaüs Connect sur le volet la collecte, c'est bien dans cette logique d'essayer d'avoir une action un peu homogène à l'échelon des 12 territoires, des 12 départements, mais c'est beaucoup plus de territoires, notamment non loin d'ici. Et voilà, en fait, donc welcome, au contraire, c'est notre job d'essayer de monter ça. Donc si vous voulez, pourquoi pas aussi utiliser du matériel tel que les podcasts, il ne faut pas hésiter. Les podcasts, le documentaire de Nao, c'est totalement ouvert, découpable, aménageable, sous les licences Creative Commons qui sont déterminées, mais c'est autant de contenu pédagogique, en fait, dans les écoles, dans les collèges, les lycées. Il y a vraiment tout un champ à creuser, et c'est vrai que on est dans une logique de transition. On n'est pas dans hier c'était blanc, aujourd'hui c'est noir, le numérique c'est mal. On est dans une logique où on explique que le numérique peut avoir un impact positif, très positif dans tout un tas de domaines, mais qu'il faut l'utiliser avec responsabilité concrètement et essayer d'en limiter ses impacts négatifs. Voilà, donc on accompagne la transition, mais c'est pas évident. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question qui est venue entre-temps ? Ah, on en a une autre. Et après, j'ai un dernier levier qui m'a été évoqué tout à l'heure. Oula. Je ne sais pas si c'est une question ou si c'est une remarque. La sensibilisation, c'est très bien, j'en fais. Moi, je fais un peu le même métier que Stéphane. Mais il y a aussi l'aspect, en fait, la différence de moyens entre les publicités qui martèlent qu'il faut acheter le nouvel iPhone, pour ne pas citer de marque, et les ateliers de sensibilisation qui avancent à petits pas, et voilà, contre des gros moyens. Qu'est-ce que ça vaut ?
Qui veut répondre ? Je vais pas répondre, mais il y a eu exactement la même remarque des professionnels de la communication à un événement lundi, où à Bordeaux, sur la place de la Bourse, il y a un écran, un panneau publicitaire qui est plus grand que ce mur-là, en fait, devant lequel passent des centaines de milliers de personnes tous les jours, avec l'iPhone 14. Et disant, ok, mais on lutte contre une machine qui est quand même relativement redoutable. Mais oui, mais ça ne touche pas que le numérique. Concrètement, c'est vraiment une autre logique de société de consommation qu'il faut repenser. Et oui, c'est pas simple. Il y a des mastodontes en face. Stéphane, oui. Oui, j'ai envie un petit peu de compléter par rapport à la manière dont on pratique aux escales. C'est vrai que j'essaye jamais de dire prenez ci, prenez ça. J'essaie juste déjà d'ouvrir un dialogue et d'expliquer, d'apporter la connaissance que j'ai. Juste de la transmettre et voir si la personne s'en saisit, si ça lui parle. Et à partir de là, je pense que dès lors qu'on ouvre un dialogue, on peut élargir le spectre et poser la question. Moi, souvent, je pose la question, mais est-ce que vous en aurez besoin, vraiment ? J'ai des personnes qui viennent, qui pourraient très bien s'acheter un ordinateur, et je leur dis, mais concrètement, pensez-vous que vous en avez réellement besoin, alors que là, vous venez une fois par semaine pour l'utiliser ? Vous voyez, là, c'est dans la même logique. Je ne dis pas absolument venez ou oui, achetez-vous-en un. Je renvoie la question à personne, c'est-à-dire je l'interroge. Et finalement, la discussion se fait. Et souvent, il y a une raison qui dit ouais, effectivement, peut-être qu'effectivement de venir aux escales, ça me suffit. En plus, je rencontre du monde, c'est chouette, vous m'aidez. Et on essaye, oui, c'est le but. Le but, voilà, c'est justement ce lien, c'est d'apporter non pas une vérité, mais une connaissance et parfois du factuel sur certaines réalités. Dès lors qu'on commence à creuser en leur disant, mais vous savez, un ordinateur portable, c'est 500 kilos de matière première à la base. Ah ouais, effectivement, si je prends ça sous cet angle-là, est-ce que j'en ai réellement besoin, sachant que le service, il est à côté de chez moi. Enfin voilà, je ne sais pas si je peux pas répondre à la question, mais en tout cas, si on laisse les publicités et les mastodontes œuvrer, il est évident que le moustique est toujours attiré par la lumière, et même si je déteste les moustiques, je suis sensiblement attiré aussi parfois par la lumière, mais en décalant un peu l'axe et en posant des questions, les gens réfléchissent autrement derrière, quoi. C'est tout l'enjeu, je pense, de cette sensibilisation dont on est justement en train de parler. Alors, on ne vous voit plus à l'écran, mais on sait que vous êtes là. Madame Bénard, peut-être que vous avez des éléments de réponse à l'une ou cette question ou celle qui a été posée avant sur la sensibilisation et puis comment est-ce qu'on peut agir face à ces injonctions d'achat par ailleurs ? C'est vrai que sur la question de la sensibilisation, ce que je n'ai pas évoqué nécessairement, c'est qu'on a également bénéficié via France Relance du recrutement de 2 conseillers numériques pour la ville, donc qui viennent travailler en complément en fait de ce qui se fait déjà, donc soit par exemple dans les maisons de quartier, soit auprès des associations, soit dans les réseaux de médiathèques aussi. Et donc, ils interviennent aussi bien sur de l'appui aux démarches, quelles qu'elles soient, que sur des formats d'ateliers, justement, et sur la sensibilisation sur ces questions-là. Je pense que, pour moi, en tout cas, une des prochaines étapes vers lesquelles aller, ça va bien être ça, en fait, c'est d'aller vers des ateliers un peu plus orientés sur la thématique en tant que telle, numérique responsable, ou en tout cas, c'est déjà le cas que ce soit intégré comme une colonne vertébrale un peu à tout le propos qu'ils peuvent dérouler sur ces ateliers-là, mais qu'il y ait aussi des choses qui soient plus concrètement évoquées et creusées par ce biais-là. Après, sur la sensibilisation, c'est vrai que c'est aussi une question, on l'a beaucoup évoqué. Je pense que au bout du compte, plus il y a de numérique,
plus il faudrait d'humains. C'est quasiment ça. Et je pense que la notion d'ambassadeur toujours est hyper intéressante et que la communication, elle se fait aussi à plein de niveaux. Un plan de communication, c'est des ambassadeurs, c'est des humains, c'est des réseaux. C'est aussi l'utilisation de toutes les ressources qui ont pu être évoquées et à bon escient et sur tous les différents publics et toutes les différentes cibles à aller toucher. Donc, c'est vrai qu'il y a, en termes de sensibilisation, il y a toutes ces choses-là et je pense vraiment qu'il y a le faire aussi et tout le bénéfice et l'avantage de apprendre en faisant, ça me paraît très, très important aussi et le plus porteur, en fait, sur ces questions-là. Après, sur la question de la consommation, oui, c'est sûr, face aux mastodontes auxquels on a affaire, c'est très compliqué, mais c'est pour ça aussi, je pense que l'exemplarité de nos collectivités, par exemple, elle est importante. Elle est importante sur tout ce qui est clause justement d'achat socio-éco environnemental, sur les engagements vers des labels INR aussi, et sur comment dire démontrer aussi que c'est possible à l'échelle de grosses machines comme ça, que ces grosses machines que nous sommes, elles peuvent aussi justement être prescriptrices quelque part un peu, elles doivent pouvoir dispenser toutes ces informations-là aussi sur par tous les moyens et tous les réseaux qu'on est amené à toucher au cours de notre pratique en fait d'élu, au cours de nos mandats et au cours de toute la communication qui est mise en place par une collectivité. C'est quand même une force de frappe aussi qui est assez intéressante. Et avoir des choses de type, je sais pas, la minute numérique responsable tous les mois sur son journal municipal, sur son site, sur ses réseaux sociaux, etc. Ça paraît quand même aussi des choses essentielles, mais qui ne viennent pas, bien évidemment, pallier à l'humain et à ce que vraiment celui-ci peut jouer comme rôle positif pour cette sensibilisation. Et je pense que merci parce que cette notion d'exemplarité que vous avez citée, elle est très importante et je pense que c'est un levier important parce qu'au sein des collectivités et des structures, on est nous-mêmes tous des consommateurs et au final, c'est aussi par ces sensibilisations internes et ces prises de conscience internes qu'on va sensibiliser les acteurs que nous sommes et que nous-mêmes, on va pouvoir disséminer un petit peu ces pratiques et changer nos propres pratiques. Il est 17h03, donc on est en retard de 3 minutes. Il y a un dernier levier que je vais juste citer très rapidement pour ne pas dépasser, mais Fabien l'a soufflé tout à l'heure et il me semble important. Donc je vais quand même le citer. C'est la culture, qui est quand même un levier important de sensibilisation. Et là-dessus, il y a peut-être un petit travail en cours. Alors est-ce qu'en quelques mots, soit Stéphane, soit Fabien, vous pouvez nous dire très rapidement quelques mots de ce projet parce que et ça fait le lien avec un autre intercotour qu'on a fait au tout début, mais la culture, je pense que c'est un levier vraiment intéressant pour adresser les publics sur ces questions importantes. Donc, en quelques mots. Là, c'est surtout suite à un échange que j'ai eu à midi avec une personne qui n'a pas osé poser la question ce matin. C'est que le travail sur le numérique responsable, on parle aussi de former les gens qui n'accèdent pas au numérique. Mais sur Max, on a un projet aussi qui consiste à former les gens qui accèdent trop au numérique, c'est-à-dire les adolescents et les enfants. Et pour ça, on a un projet qu'on est en train de monter avec le service culture chez nous. C'est un spectacle sous forme de théâtre itinérant, un petit spectacle de 40 minutes, 50 minutes, qui s'appellera « Débranche-toi ». Voilà, à destination des familles, des parents, pour aider les parents dans la culturation des enfants, des adolescents qui, eux, sont trop connectés. Voilà, quelques mots. Et donc, on se disait que ça pouvait être aussi un levier, finalement, la culture, c'est aussi un levier assez important pour faire passer des messages, dont des messages de numérique responsable et d'importance de l'impact environnemental de nos activités. On arrive à la fin. Vous vouliez rajouter quelque chose, Monsieur Fenech? Oui, ça me faisait penser à une société de la région qui s'appelle PODZ, PO2 ou 3Z, qui a développé une petite pochette visant justement à instaurer le dialogue entre parents et adolescents et
et avec un système de gamification, d'essayer de faire en sorte que l'ado, mais aussi les parents, positionnent leur smartphone dans cette boîte, qui est juste en textile avec zippé, hein, mais c'est bien pensé, c'est bien fait, et ils mènent aujourd'hui une expérimentation avec un lycée à Poitiers, lycée ou collège, je ne sais plus, il me semble que c'est un lycée, oui. Mais oui, typiquement, le numérique est jeune, et ce type d'études concrètes sur les jeunes enfants et les écrans vont arriver. On n'y est pas encore, mais les premiers résultats sont là. Donc, moi, je suis partisan de vous aider dans cette logique avec un angle culture, mais c'est une prise de conscience, en fait, du bon usage des outils. Et effectivement, tout est fait pour qu'on ait collectivement une surconsommation de ces outils-là. Or, il faut essayer d'avoir un usage raisonné. Très bien. Merci beaucoup. Oui, pardon, Madame Bénard, allez-y. Non, je me permets aussi de rebondir, en fait, parce qu'en effet, je pense que la culture est un super levier. Notamment, nous, sur le territoire de Poitiers, on a une association, en fait, qui s'appelle Vivant, qui est constituée à la base de journalistes qui travaillent justement sur les secteurs plutôt de l'économie sociale et solidaire, et qui ont monté un spectacle, justement, sur le numérique, sur les réseaux sociaux, sur tout ça, à destination des adolescents, pour avoir eu la chance de le voir. Je trouve que c'est un super outil, vraiment, parce que pour le coup, c'est ludique, on n'est pas dans la culpabilisation, et en même temps, toute la compétence justement journalistique aussi des créatrices de cette pièce-là, elles permettent vraiment d'aller délivrer ces messages de prévention, de sensibilisation, et sans culpabilisation surtout, ni des parents, ni des adolescents. Donc en effet, je trouve que la culture est un super outil pour un super médias, en tout cas, pour pouvoir transmettre ces messages-là. Merci du complément, je pense que c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, on a fait un peu le tour de la journée. Merci beaucoup à tous les intervenants. Puis je vais laisser le mot de la fin à Céline, que vous avez vu juste avant. Merci beaucoup, merci Anne-Claire, et merci à tous d'être restés jusqu'au bout dans une ambiance que j'ai trouvée tout à fait constructive, intéressante tout au long de la journée. Merci à tous les interlocuteurs, tous les intervenants à distance et sur place, et merci surtout à toutes les équipes de Marraine Adour Côte Sud, et à Fabien en premier lieu, qui a été notre interlocuteur principal tout au long de ces dernières semaines et de ces derniers mois. Tu remercieras de ma part également les élus, et c'était vraiment intéressant aussi d'avoir monsieur le sénateur Kerrouche pour avoir un peu les dessous de l'élaboration d'une loi qui aujourd'hui est au cœur de nos préoccupations. Donc une journée que j'ai trouvée très agréable à animer et à partager avec vous. J'espère que c'était pareil de votre côté, et je laisse à la puissance invitante le mot de la fin. Merci à tous. Donc, le sénateur et la vice-présidente m'ont chargé de vous passer un message puisqu'ils ont dû s'absenter. Donc, merci aux interconnectés pour être venus sur notre territoire, pour avoir animé un atelier, une journée sur un sujet comme ça. Et merci à tout le monde, que ce soit aux participants ou aux intervenants, pour votre présence. Et je vous souhaite, en mon nom et au nom des élus de Max, un très bon week-end. Et donc, c'est la fin de ces rencontres. On tient aussi à remercier encore une fois nos partenaires ici présents, donc Synbird qui a eu l'occasion d'être avec nous. On a aussi nos amis de la technique. Merci pour ce duo permanent avec nous. Et puis Orange également, la Banque des Territoires. Et j'oublie quelqu'un ? Et Streamfist, ils sont là. Donc, merci vraiment à vous. C'est grâce à vous aussi que ces journées sont possibles. Et rendez-vous à 9h pour la prochaine. Voilà, à bientôt.